Ben là, j'entends. Bonjour tout le monde. Bonsoir. On va laisser le temps aux personnes de rentrer tranquillement et de se connecter. On va attendre 2 minutes et puis on commencera tranquillement à vous parler du thème de ce soir et de ce zonage. Ça rentre encore tranquillement. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de passer ce jeudi d'AFD en notre compagnie. J'espère que vous m'entendez bien. Je crois que oui. Je vais en profiter pour rappeler quelques petites règles pour le fonctionnement de cette soirée. On les répétera bien sûr, mais vous avez en bas un petit onglet de chat où vous pouvez discuter entre vous, dire des mots, bonjour, merci, au revoir, ce que vous voulez. Mais cet onglet, on ne le regardera pas. Et vous pourrez poser vos questions sur l'onglet Q&R, qui veut dire questions et réponses. Et c'est via cet onglet Q&R qu'on prendra vos questions et qu'on y répondra au fur et à mesure de la soirée. Thomas nous dit qu'on t'entend, mais de manière un peu faible. Est-ce que tu pourras parler un peu plus fort? Ouais, alors attention. Ouais. Je vais parler bien fort du coup. A priori, on a l'air de m'entendre quand même. Ouais, maintenant, moi, je t'ai bien entendu. Allez, on va commencer tranquillement. Je vous propose un petit discours d'introduction pour laisser encore le temps aux quelques derniers arrivants de pouvoir suivre la totalité de ce jeudi de la Fédé. Donc, bienvenue justement à ce jeudi qui est un webinaire récurrent qui a lieu tous les deuxièmes jeudis du mois sur des sujets d'information variés et qui sont proches de vous. Là, on est dans la temporalité, Thomas. La Fédé, c'est quoi? C'est le premier syndicat représentatif de France, plus grand nombre d'adhérents avec plus de 6100 kinésithérapeutes. Grâce à son maillage, elle est forcément proche de vous avec des syndicats départementaux répartis sur tout le territoire et qui vont pouvoir répondre à vos attentes, vos questions et adapter au niveau local en ayant aussi toutes les infos, l'expertise d'information au niveau national. La Fédé, c'est un syndicat réformiste, positif, nous sommes loin du syndicalisme d'opposition stérile. À la Fédé, nous sommes force de proposition. Nous nous inspirons bien sûr et nous remontons toutes les informations de nos adhérents dans un système démocratique et car nous sommes convaincus que c'est comme ça que l'on arrivera à évoluer et à progresser. Notre objectif principal, faire bouger les lignes. À la FMKR, les décisions sont transparentes. Vous pouvez participer directement aux choix politiques via les congrès au niveau national et les assemblées générales de vos départements qui ont lieu tous les ans depuis plus de 60 ans. La Fédé, c'est une grande équipe animée par la même envie d'aider chaque kiné, pas moins de 22 conseillers fédéraux qui travaillent dur pour faire évoluer notre profession. Des réunions, des commissions, des groupes de travail pour faire émerger de nouvelles solutions. Et également du lobbying auprès des parlementaires, du Sénat, de l'Assemblée nationale, et ça change parfois assez rapidement. Et on se remet au travail, et des fonctionnaires des différents ministères. Les institutions sont donc nos interlocuteurs aussi. C'est un vrai travail de fond qui est porté par une équipe qui croit en ce qu'elle défend. À la Fédé, vous serez soutenu et accompagné. Vous avez aussi l'accès au club, qui est le premier comité d'entreprise réservé aux professionnels libéraux avec des réductions tarifaires qui sont accessibles pour les adhérents, avec ces webinaires, notamment les jeudis de la Fédé, et un accès privilégié à l'information grâce aux news que vous pouvez recevoir. La Fédé, c'est aussi la maison des kinés, toute une structure entièrement dévouée aux kinés, avec des conseils juridiques, comptables, des formations avec l'INK, en ligne aussi, grâce à l'INK Learning, tout ça réuni dans une seule et même structure à votre service. Nous, à la Fédé, nous sommes des passionnés, mais nous sommes surtout organisés pour vraiment faire progresser la kinésithérapie. Je suis Arnaud Barbier, je suis vice-président en charge du développement et de l'animation de la vie syndicale à la FFMKR.
et je suis aussi membre de la commission paritaire nationale auprès de laquelle a été négocié l'avenant 7 et aussi les discussions concernant la charte d'installation dans le cadre des zones non prioritaires. Ce qui fait qu'en étant dans la structuration même et l'élaboration de ces textes, nous espérons pouvoir répondre à toutes vos questions ce soir. Merci Arnaud pour cette introduction. Donc, moi, je suis Thomas Prat, je suis vice-président en charge de la vie conventionnelle et des relations avec l'assurance maladie pour la FFMKR. Et donc, je siège à la commission paritaire nationale avec Arnaud. J'ai participé à toutes les négociations conventionnelles qui ont eu lieu maintenant il y a un an et demi. Et donc, je participe à tous les travaux qui sont en lien avec la convention et ses avenants et leur application sur le territoire et comment on peut améliorer les choses ou en tout cas faire que ça se passe bien. Et donc aujourd'hui, on va vous parler du zonage, de la mise à jour du zonage exactement, puisque suite à l'avenant 7, on a une mise à jour de certains critères. Et voilà, ça commence à s'appliquer un peu partout sur le territoire, donc c'est région par région. Et donc dans certaines régions, c'est déjà appliqué, dans d'autres régions, c'est pour bientôt. Et donc on va vous montrer tout ça ce soir. Merci Thomas pour cette présentation. Donc, on va pouvoir dérouler, je rappelle encore une fois, les règles que nous avons commencé à vous, à vous informer, à vous en informer juste avant le début. Vous avez la possibilité d'échanger entre vous dans le chat. Nous ne le regarderons pas pour une simple et bonne raison qu'il défile au fur et à mesure. Si vous avez des questions, nous y répondrons à la fin et vous pouvez les poser en cliquant sur l'onglet Q et R, questions et réponses. Alors, on va commencer tranquillement cette présentation et tout d'abord, on va faire un petit détour historique sur le dispositif démographique des kinésithérapeutes, savoir un peu d'où il vient. Donc, ça a commencé tout d'abord avec l'avenant 3 donc, en 2011-2012, qui a créé un premier zonage et notamment des zones sous-dotées, très sous-dotées, où des aides à l'installation ont été mises en place. Donc, c'était sur des zones qui couvraient 12,5% de la population. Ensuite, l'avenant 5, signé en 2018, a mis en place la régulation démographique telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le 1 pour 1. Alors, il y a eu des nouveaux contrats d'aide à l'installation pour les zones sous-dotées et très sous-dotées, et dans les zones très surdotées, vous voyez également 12,5% de la population. Donc, c'était la régulation démographique qui s'est mise en place avec un départ pour une arrivée et quelques dérogations possibles. C'était très difficilement utilisable à l'époque. Et l'avenant 7 qui a été signé donc en juillet 2023, qui a fait évoluer ce dispositif démographique, et on va en parler lors de cette soirée. Euh, Donc évoluer sur la proportion des zones, sur certaines modalités aussi qui ont été modifiées. Et il y a aussi un élément important, c'est que la loi a changé. Il y a la loi Valtou qui impose que les cartes du zonage, pour toutes les professions, pas que pour les kinésithérapeutes, mais pour les kinés, les orthophonistes, les chirurgiens dentistes, soient revues tous les 2 ans. Donc les chiffres seront mis à jour plus régulièrement qu'actuellement, puisque là, actuellement, le zonage qui est en train d'être mis à jour, c'est sur l'APL 2019, donc les chiffres de 2000, non, 2016. Donc c'est des chiffres qui commencent à dater. Il s'est mis en place en 2019, et donc ça fait 5 ans qu'il est en place sans avoir été mis à jour. Alors, tac. Donc là, pour commencer, je vous montre la carte du zonage tel qu'il va être mis en place une fois que toutes les régions l'auront appliqué. Et on voit donc en rouge les zones non prioritaires, qui couvrent 30% de la population, sont les zones où il y a une régulation démographique. C'est les zones où pour s'installer, il faut respecter la règle du 1 pour 1. On va voir ça un peu après. Et on a donc en jaune, en clair, toutes les zones où on est encore libre de s'installer comme on veut, sans restriction. Et donc, vous voyez que ça couvre une grande partie du territoire, et donc ça couvre en tout 70% de la population qui vit dans ces zones. Donc, on a quand même, évidemment, les zones rouges sont présentes, mais on a les zones blanches sont quand même assez étendues. On a de la place pour s'installer euh, en France. Et donc, on va commencer par la première partie de l'évolution du dispositif démographique. Ce sont l'évolution pour les zones très sous-dotées. Donc, les zones aidées, avant, c'était les zones très sous-dotées et les zones sous-dotées. Et elles couvraient 12,5% de la population.
Maintenant, c'est seulement les zones très sous-dotées qui sont aidées. Mais par contre, elles ont été étendues et elles vont couvrir 15% de la population. Et en plus, il y a une modulation qui est permise via les URPS avec les ARS pour étendre les zones très sous-dotées, donc les zones aidées. Donc ça va couvrir au total, puisque quasiment toutes ces possibilités ont été utilisées, 17,5% de la population couverte qui sera dans des zones aidées. Ce sera les zones très sous-dotées. Donc les zones aidées sont élargies et sont éligibles aux contrats incitatifs. Donc il existe trois contrats incitatifs qui sont quasiment pas changés. Donc vous avez le contrat d'aide à la création du cabinet. Donc quand vous créez un cabinet dans cette zone, vous pouvez toucher 49 000 euros sur 5 ans. Donc c'est versé un peu plus vite. Et voilà. Vous avez le contrat d'aide à l'installation des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones. Donc, c'est quand vous rejoignez un cabinet existant, où là, vous pouvez toucher 34 000 euros sur 5 ans. Pareil, c'est versé un petit peu plus vite. Et voilà. Et vous avez le contrat d'aide au maintien d'activité, qui était auparavant de 3 000 euros et qui a été augmenté de 1 000 euros par an. Donc, ce sera 4 000 euros par an. C'est un contrat de 3 ans qui vous engage sur 3 ans et vous touchez 4 000 euros par an. Donc ça, c'est la première adaptation pour les zones Très très sous-doté. peuplées. Il y a eu une autre petite adaptation dans les contrats. Avant, il fallait soigner 50% des patients qui résidaient dans les zones sous-dotées ou très sous-dotées, dans les zones aidées. Ça a été modifié parce que ça a imposé un tri des patients et quand vous aviez un cabinet qui était entre deux zones intermédiaires et sous-dotées, ça pouvait poser problème. Maintenant, il faut exercer la moitié de son activité dans la zone très sous-dotée. Donc ça facilite les choses, c'est plus clair, c'est plus simple. Donc ça, c'est l'évolution du dispositif pour les zones très Doté. Donc on a souvent un élargissement des zones, une petite augmentation des aides au maintien d'activité. pour Euh, les zones aidées. Et donc, Thomas, est-ce que sur la carte qui est présentée, les zones bleues sont ces zones justement qui sont très sous-dotées? exactement, exactement, voilà. Sur la carte que vous voyez donc à l'écran, toutes les zones bleues. les zones très sous-dotées, donc qui sont éligibles aux aides à l'installation. Donc on voit quand même que ça couvre une grande partie du territoire, ça couvre 17,5% de la population. Donc c'est pas négligeable, on peut en trouver quasiment dans tous les départements. Euh, Évidemment, c'est loin des grandes villes, parce que les grandes villes, c'est plutôt les zones non prioritaires, on va le voir après. Mais il y a quand même des zones. Moi, j'habite à Lens, préfecture de l'Aisne, qui est une ville moyenne et qui est une zone très sous-dotée. Donc voilà. C'est pas seulement les territoires ruraux, il y a aussi des villes. Voilà, la carte en plus grand. Vous pouvez le voir. Donc en région parisienne, hein, il y a des choses dans le centre-val de Loire, on, dans l'Aisne, l'Oise, un peu partout, on peut trouver des zones très sous-dotées. La Guyane, évidemment. Hop. Donc, dans le zonage, vous avez quatre zones. Donc, les zones très sous-dotées, les zones sous-dotées, les zones intermédiaires et les zones non prioritaires. Donc, vous avez les zones sous-dotées. Donc, ces zones, donc, il n'y a plus d'aide dans ces zones, hein, comme je vous l'ai dit auparavant. Elles correspondent aux endroits où pardon, où les nouveaux diplômés pourront s'installer lors de leurs 2 premières années d'installation. Donc, cette mesure qui concerne les étudiants qui ont commencé leur cursus en 2023 et qui donc sortiront en 2028 va s'appliquer dans ces zones-là. Ils pourront s'installer soit en établissement, en salarié dans un établissement, ou soit en libéral dans les zones très sous-dotées et sous-dotées. Et donc, le total de ces zones couvre 30% de la population. Et donc, c'est ce qu'on voit sur la carte. Voilà. Ces zones représentent une part importante du territoire, et donc c'est encore plus large que les zones très sous-dotées, hein. C'est quasiment le double. Et ce sont les zones où les futurs étudiants pourront s'installer en début d'exercice à partir de 2028. Il y a ensuite les zones intermédiaires. Donc les zones intermédiaires, c'est des zones où on est complètement libre d'installation. Elles couvrent 40% de la population qui réside dans ces zones. Et donc voilà. Et dans ces zones, ce qu'il faut savoir, c'est que les différentes zones, très sous-dotées, intermédiaires et non prioritaires, sont classées selon leur niveau d'APL. L'APL, je vais faire simple parce que c'est un indicateur qui est très complexe. C'est vraiment très complexe. C'est une densité de kinésithérapeutes améliorée. C'est-à-dire, on ne tient pas compte juste du nombre de kinés, on tient compte de leur activité, de leur âge, on tient compte aussi de la population du bassin de vie, du temps de trajet qu'ont les patients pour se rendre dans les cabinets, etc. Donc c'est un indicateur assez complexe
qui est pas trop mal fait. Il a des défauts, il a des qualités, mais il est pas trop mal fait quand même. Et donc, cette densité améliorée donne un classement des bassins de vie. Et ainsi, on a les zones. Et donc, les 15% de zones, non, les 30% de zones avec un plus grand appel seront en zone non prioritaire. En dessous, ce sera les zones intermédiaires. En dessous, après, les zones sous-dotées. Ensuite, les zones très sous-dotées. Pourquoi je vous dis ça? C'est que cet APL, il varie chaque année. Et on a vu, les cartes seront mises à jour tous les 2 ans. Donc, tous les 2 ans, cet APL va changer. Le classement des différentes zones va changer. Et donc, des bassins de vie qui sont un peu à la limite, entre intermédiaires et non prioritaires, ou même intermédiaires et sous-dotés, ou sous-dotés et très sous-dotés, vont faire la bascule. C'est-à-dire, 2 ans après, ils étaient en intermédiaire, ils vont passer en non prioritaire. Et 2 ans après, peut-être qu'ils vont rebasculer en intermédiaire, etc. Donc, nous, on a le tableau, hein, un fichier Excel qui est assez lourd et assez illisible. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de vos syndicats pour connaître un peu la situation de votre bassin de vie, si vous voulez avoir une perspective un peu plus à long terme. C'est-à-dire, on pourra vous dire, bah oui, ce bassin de vie, il est susceptible dans 2 ans de basculer dans tel sens ou pas, ou non, ce bassin de vie, vu son appel, à mon avis, va rester stable un petit moment, pas trop d'inquiétude, etc. Donc nous, on a ce genre d'informations. L'APL, il sort, là, la mise à jour, c'est sur l'APL 2022. Donc le 2023 devrait sortir dans pas longtemps, mais donc la mise à jour du zonage d'après, ce sera, enfin bref. On a les chiffres et on peut vous renseigner au plus près de votre bassin de vie, votre commune, pour savoir un peu, pour vous accompagner dans vos projets. N'hésitez pas. Bon, oui. Alors, pour continuer, l'évolution du dispositif pour les zones non prioritaires, donc on voit que c'est d'une certaine manière très dense sur le littoral, en tout cas sur la partie sud, autour des grandes mégalopoles dont tu as parlé Thomas. On retrouve réellement une concentration, même dans certaines régions, parfois une ou deux zones de métropole qui sont concernées par ces zones prioritaires. Ces zones non prioritaires, elles vont désormais regrouper ce que l'on appelait avant les zones très dotées et les zones surdotées. Elles couvrent maintenant 30% de la population, qui sont réparties, comme Thomas vous l'a expliqué, grâce à cette APL. Et elles vont, il y a eu, en tout cas pour ce nouveau zonage, une adaptation régionale de 2,5% qui pouvait permettre de réduire ces zones à 27,5% de la population couverte au final, donc à la main lors des négociations entre l'ARS et l'URPS kiné. Alors, le principe qui prévaut, c'est le principe du un pour un, c'est-à-dire un départ, une arrivée. Le conventionnement, il ne peut être donc accordé qu'au bénéfice d'une succession d'un confrère qui cesse définitivement, on est bien d'accord, pas partiellement, mais définitivement son activité. La personne qui s'en va avoir un délai de 2 ans désormais, puisqu'avant elle n'avait que 6 mois, ce qui laissait parfois un petit peu court pour réussir à trouver des solutions. Et donc, on a réussi à faire repousser à 2 ans la désignation du successeur. Il faut une activité de minimum 1200 actes. C'est-à-dire que l'année qui va être étudiée, en règle générale l'année précédant votre départ, la CPM de rattachement du département va étudier l'activité pour vérifier qu'il y a bien un minimum de 1202 actes, donc une activité qui finalement était significative aux yeux de la demande et de l'offre de soins sur ce même territoire. Ces 1200 actes ouvrent donc droit à une place et en dessous de ce seuil, c'est la commission paritaire départementale où siègent vos élus syndicaux de manière paritaire avec les organismes sociaux qui devront évaluer s'il y avait éventuellement besoin d'ouvrir, car la personne n'a pas pu réaliser les 1200 actes euh, parce qu'elle a été empêchée, soit par la maladie, soit par justement un ralentissement dû à un départ à la retraite. Voilà, donc ça peut aussi, encore une fois, être étudié au cas par cas et vous pouvez vous faire accompagner par vos représentants syndicaux dans ces situations. L'activité exclusive à domicile est concernée par les règles du zonage. Donc, si vous vous installez sur une commune, même si c'est pour faire que du domicile, vous devez avoir l'accord du conventionnement. Et le repreneur de l'activité a 6 mois pour commencer les formalités donc d'inscription à l'ordre et de début d'activité, c'est-à-dire la première facturation qui signalera le début de l'activité du professionnel. Donc attention,
Vous pouvez avoir un accord, mais il faut bien penser à engager, en tout cas, toutes les démarches et le début d'activité dans les 6 mois qui suivront l'accord pour l'installation. Alors, il y a eu des évolutions. Si le kiné qui cède son activité a le statut d'assistant ou de collaborateur libéral, l'attestation de succession va être rédigée par le titulaire du cabinet, mais en accord avec l'assistant ou le collaborateur. Il faut qu'on coupe la tête à une idée reçue. La convention, le droit d'exercice appartient au kiné lui-même, qu'il soit titulaire, s'il est assistant ou collaborateur, assistant libéral ou collaborateur. Mais afin d'assurer la pérennité des cabinets qui souvent sont des cabinets de groupe et qui voyaient depuis plusieurs années fuir ou partir finalement les personnes qui participaient à la pérennité économique du cabinet, notamment pour en payer les charges, qu'elles soient foncières ou qu'elles soient finalement en termes de matériel aussi. Désormais, l'idée, c'est d'assurer quand même et de ne pas mettre en difficulté des cabinets qui existent parfois depuis 20, 30, 40 ans pour les différents dossiers qu'on a pu avoir et qui se sont retrouvés dans des difficultés importantes, voire obligés de déplaquer, puisque il y avait une fuite des collaborateurs dans le temps. Donc, c'est quand même l'assistant ou le collaborateur qui signera la cession de convention, mais dans une idée de conservation du cabinet, c'est le titulaire qui va la rédiger, qui va la signer aussi. La régulation démographique, elle s'applique aussi aux kinés salariés par d'autres kinés ou des sociétés d'exercice. Même si le thème est encore un peu flou à l'heure actuelle, on vous demande de vous renseigner auprès de vos responsables locaux, puisque là, on a des interprétations un petit peu différentes selon les caisses de rattachement. Je te laisse continuer. Vas-y. Alors, alors, Euh, donc le principe, on l'a vu, c'est un pour un. C'est un kiné qui quitte la zone désigne son successeur. À côté de cela, il y a des dérogations qui sont possibles, c'est-à-dire que ces dérogations, ce seront des conventionnements supplémentaires qui seront accordés dans la zone. Donc au tout début de la mise en place du zonage, l'avenant 5 prévoyait que quand il y avait une dérogation, euh, en fait, le nombre de personnes conventionnées dans la zone devait être stable. Donc, s'il y avait une dérogation, ça bloquait le un pour un suivant, en fait. Là, aujourd'hui, c'est réglé. Donc, il y avait déjà une décision en CPN sur ce sujet. Mais là, maintenant, c'est écrit noir sur blanc. Quand on a un conventionnement dérogatoire, on obtient un conventionnement dérogatoire. C'est bien un conventionnement supplémentaire dans la zone et qui n'est pas compensé par un autre départ a posteriori. Donc, il y a plusieurs dérogations qui sont possibles. La première, c'est la dérogation liée à la vie personnelle. Donc, s'il y a une situation médicale grave personnelle ou du conjoint d'un enfant ou d'un ascendant direct, la mutation professionnelle du conjoint ou une situation juridique personnelle entraînant un changement d'adresse professionnelle, donc ça veut dire mariage, PAX, divorce éventuellement. Et bien sûr, la demande de dérogation doit intervenir dans les 6 mois qui suivent le changement de situation. Donc ça, c'est la première dérogation qui est possible. La dérogation suivante, c'est pour les activités spécifiques. Donc il a été listé 5 activités spécifiques, réhabilitation respiratoire, kinésithérapie périnéo-sphinctérienne, rééducation vestibulaire, kinésithérapie pédiatrique et rééducation maxillofaciale. Donc ça, si vous avez une activité spécifique, une de ces 5-là, vous pouvez demander un conventionnement dérogatoire pour rejoindre la zone qui souffre d'un déficit d'offres de soins dans cette spécificité-là. Et la dernière dérogation, c'est la dérogation au principe de régulation pour risque économique. C'est-à-dire, vous avez un cabinet qui perd un collaborateur ou un assistant et qui ne peut pas le remplacer parce que l'assistant reste dans le même bassin de vie, donc il ne peut pas désigner de successeur puisqu'il reste dans le même bassin de vie. Sauf que le cabinet a perdu un kiné et ça met en péril l'économie du cabinet. Il y a un risque économique pour ce cabinet. Alors, il peut demander un conventionnement dérogatoire pour compenser cette perte économique. Évidemment, toutes ces dérogations, ces 3 types de dérogations, se font sur justificatif. Et c'est un peu pour bien cadrer les choses. L'avenant 7 avait prévu la création d'une charte visant à harmoniser la gestion de l'attribution des places en zone non prioritaire, notamment les dérogations, pour bien lister tous les justificatifs qui sont demandés
pour chaque dérogation et pour que ainsi les justificatifs soient les mêmes dans chaque CPAM. En fait, on avait constaté quand même qu'il y avait des CPAM qui étaient plus exigeantes que d'autres, qui demandaient des documents plus que d'autres, etc. Grâce à cette charte, on a cadré les choses au niveau national pour que chaque CPAM ait la même démarche, les mêmes procédures dans leur demande de conventionnement et dans leur et dans leur demande de dérogation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est harmonisé et il n'y a plus d'interprétation possible des textes par les CPM puisque tout est encadré. Donc cette charte, elle est disponible, je pense, sur le site amili.fr. Il faut la chercher un petit peu, mais nous, les syndicats, on l'a également. N'hésitez pas à nous questionner sur le sujet parce que nous, on pourra vous renseigner. Euh, donc, je, donc voilà, je pense avoir fait le tour pour les dérogations. Oui, c'est très clair pour l'instant. Il n'y a pas de souci. Et Et Bon, bah, l'idée, c'était de justement vous offrir un temps plutôt d'échange parce que, par habitude, puisque ce genre de présentation, on les fait régulièrement, nous, lors des soirées syndicales dans les départements. Et donc, on sait que souvent, l'attente, elle est sur des questionnements individuels, sur des situations. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'être dans la réponse et que ça puisse servir de co-construire finalement cette soirée. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de poser des questions dans le QR auxquelles on répondra au fur et à mesure. Euh, on- et bien sûr, on aura l'opportunité de développer sur certains points. N'hésitez pas. Alors, je vois qu'il y a une question, Thomas, je te la pose. Pour une dérogation spécifique, si on obtient une dérogation, avons-nous une obligation de faire 100% de périnée où les cotations abdos ou double cotation sont autorisées? alors, en fait, pour chaque dérogation sur les spécificités, vous vous engagez à faire 50% de vos actes dans cette spécificité. Donc, c'est-à-dire que si vous faites une spécificité périnéo-sphinctérienne, après, vous devez faire 50% de vos actes en périneo-sphinctérien. Alors, en plus, aujourd'hui, la NGAP, ben, vous le savez tous, hein, elle est traçante, beaucoup plus qu'avant. Donc, c'est facile de tracer ces actes-là. Ils ont été listés, hein. Donc, périnéo-sphinctérien, alors, j'en fais pas, je ne connais pas la cotation par cœur. Mais respiratoire, c'est des ARL 8,5, des ARL 20, des ARL 28, voilà. Il faudra faire 50% de votre activité, ce devra être ces actes-là. Donc, ça pourra être vérifié par la CPM a posteriori et vous pourrez éventuellement rendre des comptes si vous êtes très loin de ce seuil. C'est ce qui a changé aussi, c'est que désormais, dans cet avenant, il va y avoir il y a la possibilité d'avoir une suspension ou en tout cas une peine, on va dire, conventionnelle. Donc, il va falloir être attentif à ces activités, mais ça sera totalement traçable pour vous aussi, je pense, sur le SNIR, puisque vous pourrez éventuellement avoir accès, notamment pour la pédiatrie, avec les interventions auprès des enfants qui ressort. Ce qu'il faut aussi voir avant de répondre aux autres questions qui arrivent, c'est que l'activité spécifique telle que définie, au final, vous voyez qu'il y avait cette capacité de suivi, mais on était vite limité parce que à l'origine de l'avenant, à l'origine, précédemment, il fallait avoir exercé pendant 3 ans la spécificité à hauteur de plus de 50%. Ce qui paraissait complètement incohérent, vous savez, c'est quand la personne rentre sur le marché du travail et qu'on lui dit, mais on vous embauchera si vous avez de l'expérience. Mais oui, mais je veux rentrer sur le marché du travail. Mais oui, ben revenez quand vous aurez de l'expérience. Oui, mais tout le monde me dit ça. Donc du coup, je n'ai jamais d'expérience. Donc on a porté ceci avec la FFMKR en disant, laissons l'opportunité aux gens. Donc une dérogation, cette dérogation, elle était accessible pour les salariés, pour les nouveaux diplômés de moins de 3 ans qui éventuellement pouvaient justifier d'une formation dans la spécificité, ou en tout cas d'une expérience dans la spécificité, mais pas forcément à hauteur de 50% de l'activité antérieure. On trouvait que c'était quand même assez dommage, puisque des personnes qui finalement peut-être pratiquaient à 30-40% la spécificité, qui avaient fait des formations mais ceux-ci, depuis plusieurs dizaines d'années, n'avaient pas le droit, eux, de commencer à exercer et d'obtenir cette dérogation. Donc ça, on l'a porté et désormais, tout kinésithérapeute, puisque si on regarde l'intitulé dans la charte, on va y avoir tous les kinésithérapeutes diplômés d'État qui sont concernés et qui pourront, eux, s'installer grâce à cette dérogation si ils justifient finalement d'une pratique qui leur permettent de faire cette demande et de l'obtenir
En contrepartie, il y a quand même, comme l'a dit Thomas précédemment, cet engagement de réaliser plus de 50% des actes sur cette spécificité. Car il faut se rappeler que ce n'est pas uniquement pour nous limiter, mais surtout répondre à une véritable demande de soins sur ces spécificités sur l'ensemble du territoire. Alors les questions Et arrivent. du Et coup, du la coup, la question question en vient, lien, est-ce c'est qu'on a celle-ci. plusieurs spécificités? Alors, la dérogation s'accorde pour une spécificité. Vous ne pouvez pas combiner plusieurs spécificités pour atteindre ce seuil de 50%. C'est vraiment, il manque une spécificité dans la zone. Et on y répond en apportant un kiné qui fait cette spécificité. Voilà. Donc, plusieurs spécificités, a priori, c'est pas possible. Thomas, allez, je te pose les questions. Doit-on spécifier quelque chose de particulier dans les contrats d'assistanat concernant les zones un pour un? Alors, j'imagine que c'est pour protéger le cabinet. Donc, oui, si vous êtes titulaire et vous voulez souhaiter protéger votre cabinet pour pas que si un assistant s'en aille, il reste dans le bassin de vie et que vous ne puissiez pas le remplacer. Alors oui, il faut spécifier faut verrouiller le contrat, entre guillemets. C'est-à-dire, pour protéger le cabinet, il faut mettre une zone de non-concurrence qui est égale au bassin de vie, ce qui permettra que si le kiné décide de partir, notre assistant décide de partir, il sera contraint de sortir du bassin de vie. Et donc, vous pourrez désigner un successeur dans votre cabinet. Et voilà. Donc, vous pouvez aussi écrire que vous vous mettrez d'accord pour désigner ensemble le successeur dans le cabinet. Vous pouvez l'écrire également. Après, tous les contrats se négocient entre personnes intelligentes et pour qu'ils conviennent aux deux parties, bien entendu. Alors, question aussi, pourquoi le zonage est fonction du nombre d'habitants? Je suis dans le nord de la France, dans une ville où énormément de travailleurs viennent d'autres communes. Notre cabinet risque de passer en non prioritaire. Or, la liste d'attente est énorme. Alors, bien sûr, c'est un des défauts que peut avoir l'APL, sauf qu'aujourd'hui, on n'a aucun indicateur qui permet de connaître le déplacement des travailleurs et leur consommation de soins sur le lieu de travail. C'est un indicateur qui est quasiment impossible à mesurer ou vraiment très difficilement. Donc, c'est un des défauts de l'APL. Néanmoins, ça reste toujours des zones, même s'il y a, enfin, le nombre d'habitants est quand même un indicateur majeur, puisque à partir du moment où on a besoin de soins, souvent, enfin, par moment, on est quand même arrêté, donc on est sur place, entre guillemets. Et après, les travailleurs peuvent consommer du soin sur leur lieu d'habitation, sur leur lieu de travail également, en fait. Ils s'adapteront à l'offre de soins qui leur est proposée. Et après, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que, évidemment, dans les zones non prioritaires, vous avez des listes d'attente. C'est pas pour rien que le nom de la zone a changé. Avant, c'était des zones très surdotées. Ça veut dire qu'elles étaient il y avait trop de kinés. Là, c'est des zones non prioritaires. C'est-à-dire c'est des zones où on donne moins la priorité. Et il faut bien comprendre que si vous avez une liste d'attente dans les zones non prioritaires, vous imaginez même pas ce que c'est dans les zones très sous-dotées ou même sous-dotées, hein. Donc, oui, vous avez probablement des listes d'attente dans les zones non prioritaires, mais ça ne veut pas dire que le zonage est pas adapté malgré tout. Alors, tout à l'heure, on parlait de l'adaptation. Ces zones-là, les URPS de votre région peuvent vous aider. Je vous encourage à aller parler à votre président du RPS dans les Hauts-de-France, ou en tout cas de prendre contact avec lui pour éventuellement identifier cette zone qui, d'ici 2 ans, si elle risque de passer en zone non prioritaire, peut être éventuellement une des celles de l'adaptation des 2,5% avec les justificatifs que vous avez pu donner. Donc, encore une fois, on a quand même à la main la possibilité de faire quelque chose. Il y a une question de Aude, que je salue, qui demande si... alors déjà, c'est un constat, hein, impossible de respecter, c'est impossible de respecter la dérogation spécifique puisqu'on ne choisit pas les pathologies de ces patients. Alors oui et non, parce que souvent quand on développe une spécificité d'exercice, on développe aussi un réseau avec des médecins, des spécialistes, etc. On fait aussi la démarche auprès des prescripteurs en leur expliquant qu'on a telle ou telle spécificité. Et souvent, ils sont d'abord demandeurs, hein, parce que ça leur permet d'indiquer à leurs patients qu'il existe des kinésithérapeutes qui sont spécialisés dans tel ou tel domaine et ça peut les orienter aussi. Donc oui, en tout cas, quand on démarre une activité spécifique, c'est souvent compliqué de faire 50% de son activité dans la spécificité.
Mais au fur et à mesure du temps, on développe un réseau, on développe des connaissances et des relations qui font que on est reconnu dans sa spécificité et du coup, les patients viennent vous voir pour cette spécificité. Et d'autant plus que vous pouvez communiquer Affiché. et afficher votre spécificité via votre plaque ou via sur votre site internet, etc. Il y a des modalités qui sont prévues par l'ordre sur ce sujet qui vous permet aussi d'afficher votre spécificité et donc d'en faire une sorte de promotion auprès des patients. Alors, pour le principe de régulation pour risque économique, y a-t-il un délai minimum de présence de l'assistant pour pouvoir obtenir, au-delà de faire la demande finalement, mais d'avoir la certitude de récupérer cette convention, de Tout pouvoir à la fait. transmettre? Tout à Tout fait. à Alors, fait. il faut que le kiné qui a quitté le cabinet ait été présent depuis au moins 3 ans dans le cabinet et ait participé de manière substantielle aux charges du cabinet. Donc, il fallait qu'il soit présent depuis 3 ans. On a essayé de faire écrire dans la charte qu'il fallait que le poste soit existant depuis 3 ans. On n'a pas vraiment réussi à faire. Donc maintenant, après, quand c'est un poste qui existe depuis 3 ans, mais que le kiné est là que depuis 1 an et demi, 2 ans, il faut vraiment vite vous rapprocher de vos représentants syndicaux qui vont pouvoir. Monter sur ce sujet lors du passage en commission zonage voilà, pour faire valoir le fait que le poste existe depuis plus de 3 ans. Mais oui, il faut que le kiné soit là depuis plus de 3 ans dans le cabinet avant d'être parti. Merci. Dans quel ordre doit-on faire les démarches pour changer de département? Doit-on d'abord fermer son activité dans le département que l'on quitte ou d'abord ouvrir l'activité dans le nouveau département vers lequel on se dirige, Thomas? Je pense qu'il faut faire les deux de façon concomitante. C'est une réponse de non, ça peut. Je ne sais pas exactement. Alors, Je pense que techniquement, rien ne vous interdit d'avoir deux. En tout cas, dans le code de la santé publique, donc dans le code de déontologie, rien ne vous interdit d'avoir deux activités dans deux départements différents. On est bien d'accord? C'est l'activité concomitante qui pourrait poser problème. Donc, vous pouvez très bien commencer votre démarche en faisant votre demande anticipée, en déclarant la date à laquelle vous pensez débuter l'activité ou vous souhaitez qu'elle soit inscrite dans l'autre département. Et à partir du moment où vous avez reçu cette information, libre à vous de cesser. Je vous encourage fortement, surtout si ce sont des départements qui sont éloignés autant que on parlait du Nord tout à l'heure, les Bouches-du-Rhône, et ça marquerait certainement une certaine incohérence, mais ça s'est déjà vu. Mais ça, nous laisserons l'ordre gérer ce genre de pratique. Mais en soi, rien ne nous interdit d'être dans deux départements séparés. Donc voilà, et vous pourrez tout simplement fermer une fois que vous aurez votre activité totale à faire. De toute façon, il me semble qu'il y a une discussion par leur plateforme de l'ordre sur les inscriptions. Ils verront que vous êtes inscrit dans un autre département, donc il n'y a pas de souci. Alors, question, pour une personne pratiquant la kiné à domicile depuis des années qui souhaite s'installer en cabinet dans la même commune, est-ce qu'elle est soumise au zonage? Alors, Alors, ça dépend dans le sens où quand vous exercez une activité à domicile, normalement, vous devez domicilier votre activité là où vous habitez. Donc, si vous habitez dans la zone et du coup, vous restez dans la zone et que vous installez dans le cabinet qui est dans la même zone, il n'y a pas de problème. Donc, en théorie, il n'y a pas de souci. Après, si vous avez domicilié votre activité à domicile, donc chez vous, et vous faites le domicile dans la zone qui est à côté, qui est non prioritaire, et vous voulez vous y installer votre cabinet, il va y avoir un petit problème. Il va falloir demander un conventionnement. Parce que d'ailleurs, normalement, en théorie, vous auriez dû déclarer votre activité à domicile déjà dans la zone. Je ne sais pas si j'ai été clair dans ma réponse. Pour moi, c'est très clair, mais Bon, s'il n'y a pas de souci, sinon reformuler si ce n'était pas assez clair, on la reprendra, il n'y a pas de souci, hein. Notamment parce qu'on part du postulat que vous étiez déjà, en tout cas, déclaré, puisque vous avez une adresse de déclaration dans la même zone. Donc, on vous laisse développer si jamais. Essayez d'être clair essayez d'être clair dans vos questions, s'il vous plaît, pour que ça nous permette vraiment d'y répondre précisément. Le souci, alors on ne se cache rien, on est à côté avec Thomas et on a des soucis de son, donc il faut que l'un de nous deux, quand l'autre parle, coupe le micro. Donc on a bien compris qu'il y avait un souci de son, donc on va essayer de s'appliquer à couper à chaque fois, ne vous inquiétez pas.
Alors là, c'est plus une question de prospective, Thomas. Comment, donc là, on est plus dans, non pas dans un souci conventionnel, mais finalement presque dans une réclamation, une envie, et que l'on comprend, hein, qui nous revient régulièrement du terrain. Comment envisager une installation en zone intermédiaire pour acheter ou construire un cabinet et développer une activité et fédérer les collaborateurs alors que le zonage peut changer tous les 2 ans? Alors, bah, c'est là tout l'intérêt de contacter vos syndicats, c'est-à-dire que, il y a des zones qui sont proches de la bascule. Donc ces zones-là, on sait que, il va y avoir un afflux de... Parce que souvent, vous avez les zones non prioritaires, les zones qui sont juste autour vont voir un afflux de kinésithérapeutes. C'est ce qui s'est passé avec le précédent zonage. C'est probablement ce qui va se passer maintenant. Alors, et donc, on peut avoir une idée de si la zone risque de basculer ou de pas basculer. Donc, il faut déjà bien se renseigner sur savoir où en est ce bassin de vie. Une fois que vous avez cette information, bah, ça vous donne une idée enfin, une idée de ce qui va se passer. Faut bien anticiper le projet, savoir combien de temps ça va mettre pour construire le cabinet, combien de kinés sont nécessaires économiquement parlant. Est-ce qu'ils sont déjà dans la zone? Est-ce qu'il va falloir en trouver des supplémentaires pour que économiquement ce soit viable? Et après, une fois que vous avez toutes ces données, ça vous permet de savoir si le projet il est risqué ou pas. Voilà. Et l'idéal, c'est quand même de prévoir une construction de cabinet avec le nombre de kinés suffisant et viable économiquement déjà présent dans la zone. Et ça vous évite déjà un risque de ne pas pouvoir recruter suffisamment de collaborateurs, d'assistants nécessaires à la viabilité du projet. Et enfin, moi, ça me semble du bon sens et le préalable, le préalable. Après, si la zone intermédiaire dans laquelle vous êtes est très éloignée des zones non prioritaires, en fait, bah là, vous pouvez y aller sans problème. Alors, du coup, il faut que je pense allumer le son quand je parle. Alors, n'hésitez pas, hein, voilà, Thomas me fera un signe si jamais on n'entend pas. Je suis en cours d'installation, début 17 décembre, dans une zone qui risque de rentrer en zone surdotée en 2025. Les demandes ont été faites auprès de l'ordre de la CPM, puis-je être sûr que le conventionnement sera accordé? Alors, Alors, euh, sur le cours d'installation. Oui, alors si vous êtes... si on ne parle pas de notion de création, de construction de cabinet, là, vous avez fait vos démarches de demande d'installation le 17 décembre. Forcément, il y a un temps administratif, etc., avant que ce soit accordé, mais à partir du moment où vous avez fait la demande auprès de l'ordre et aussi de la CPAM, il n'y a pas de raison que si le zonage passe le 5 janvier, vous avez fait la demande auprès de la CPM le 17 décembre, vous devez, enfin, votre conventionnement devrait en toute logique être accordé. C'est la date de dépôt et enfin, de réception de votre dossier qui va compter. Thomas disait qu'il était allant, donc je me permets de dire que je suis à Montpellier, sur une zone, vous avez pu voir, qui était très très bleue tout à l'heure sur les zones non prioritaires. Et donc, l'idée, c'est que nous avons eu une commission paritaire où le zonage a changé en date du 31 octobre. Donc, en gros, les dossiers ont été inscrits, ceux qui étaient inscrits a été avec l'ancien zonage avant la date d'application et ceux qui ont été déposés après, tout simplement, ont été traités avec les nouvelles règles de zonage. Donc, n'hésitez pas à bien avoir avec vous la date de réception, l'accusé de réception électronique ou physique pour derrière que l'on puisse vous défendre au cas où il y aurait un couac. Alors, Question. Pour les activités secondaires, elles comptent comme une activité à part entière des zones, au niveau des zones non prioritaires. Et si le kiné arrête son activité secondaire dans un cabinet mais conserve sa principale ailleurs, est-ce possible de le remplacer dans la structure? alors, Alors, je vais essayer d'être clair dans ma réponse parce que ça peut vite être compliqué. Moi, j'ai découvert les cabinets secondaires dans les zones non prioritaires quand j'ai pris mon poste. Plusieurs cas de figure sont possibles. Donc, vous avez un cabinet. Vous souhaitez ouvrir un cabinet secondaire dans le même bassin de vie, pas de souci. C'est réalisable, il n'y a pas de souci. Vous avez votre cabinet. Vous souhaitez ouvrir un cabinet secondaire dans un autre bassin de vie qui est en zone non prioritaire, lui aussi. Vous devez demander un conventionnement pour l'ouverture de ce cabinet secondaire dans l'autre zone non prioritaire. Voilà. Ça, c'est quand vous voulez ouvrir un cabinet secondaire.
Vous ouvrez un cabinet de secondaire dans la même zone, pas de problème. Vous ouvrez un cabinet secondaire dans une zone différente, il faut respecter les règles de la régulation démographique. Maintenant, vous avez un cabinet principal et vous avez déjà un cabinet secondaire. Vous avez donc deux cabinets. S'ils sont dans le même bassin de vie, dans la même zone, donc la même zone non prioritaire, vous cessez votre activité dans votre cabinet secondaire. Vous ne pouvez pas la céder puisque vous avez votre activité principale dans le même bassin de vie. On considère que l'activité que vous aviez dans votre cabinet secondaire se retourne au cabinet principal. Donc l'activité du cabinet secondaire ne pourra pas être cédée. Vous ne pouvez pas céder de conventionnement de ce cabinet secondaire. Vous avez un cabinet principal. Dernier cas de figure, vous avez votre cabinet principal dans une zone non prioritaire, votre cabinet secondaire dans une deuxième zone non prioritaire. Vous arrêtez votre activité dans le cabinet secondaire et vous souhaitez céder votre conventionnement, c'est possible à la condition que dans votre cabinet secondaire, vous faisiez plus de 1200 actes par an. Et dans ce cas-là, vous pourrez céder votre activité et donc le conventionnement lié à ce cabinet secondaire. C'est clair? Bon, parfait. Pour moi, c'est très clair. Mais bon, j'y suis un peu habitué. On le croise régulièrement. Comment cela se passe lorsque l'assistant qui quitte le cabinet ne souhaite pas nommer le successeur désigné par le titulaire? Si tu veux, je la fais parce que nous, on rencontre cette situation régulièrement. Donc, lève Je ta te main. remercie et je l'attrape, Thomas. Ça nous arrive régulièrement, on a même des cas. Il y a deux soucis, en tout cas. Il y a le cas où la personne, je reprends quand même ce qu'a dit Thomas tout à l'heure et c'est important. L'assistant, ce n'est pas à lui de le... ah non, mais c'est bien ce que tu as écrit, hein. Si il ne souhaite pas transmettre, il y a un refus. En termes de bonne confraternité, il va falloir à un moment ou à un autre s'entendre. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler quand même que la personne est censée soit s'installer dans un autre bassin de vie, ce qui est le cas, soit se réinstaller dans le bassin de vie. Donc il y a un changement de situation. On arrive sur un collaborateur ou un assistant qui est en fin d'activité sur le cabinet avec lequel il avait un contrat. Donc il va être obligé, je le rappelle, obligé par le code de déontologie de déclarer son changement d'activité. Puisqu'il n'est plus assistant ou collaborateur du titulaire, il va devoir signaler ce qu'il fait. Ça paraît logique. Donc, il va bien devoir donner une autre adresse. Ça paraît une première chose. Si il le refuse de transmettre la convention, il doit en informer de manière écrite, ce qui paraît cohérent, le titulaire. Dans ce cas, le titulaire a un mois derrière pour s'entendre le, avec le collaborateur ou l'assistant. Si ce n'est pas le cas, c'est une mesure d'urgence puisque je pense qu'on oublie quelque chose quand même, c'est que l'assurance maladie est là pour une réponse, pour donner une réponse aux attentes de ces usagers qui cotisent. Vous en faites partie aussi, qui cotisent pour avoir un accès aux soins. Or là, ça voudrait dire que pendant un mois déjà, il n'y aurait pas de successeur. Donc la personne devrait continuer soit à travailler, soit à refuser des patients. Donc on se retrouve en plus là dans une perte de continuité des soins et une perte de chance pour nos patients. Donc, au bout d'un mois, la mesure d'urgence s'active et le titulaire pourra aller demander à la CPM avec la preuve du refus, et ça c'est important, par tout moyen que ce soit, par contre, voilà, et c'est pas juste sur parole, d'accord? C'est-à-dire, en règle générale, un indice, en tout cas un indice, non, une preuve écrite, pardon, j'étais déjà dans les enquêtes, une preuve écrite qui va permettre d'activer cette mesure d'urgence qui permettra du coup au titulaire de nommer lui-même directement le successeur au sein de son cabinet. Voilà. Après, ce qui est parfois dérangeant, c'est lorsque le successeur, enfin celui qui est parti, était en situation de tension avec le cabinet dans lequel il était et qui va tarder à déclarer son départ, son mouvement, sa cessation d'activité. Donc j'ai interrogé le conseil de l'ordre de mon département qui dit bien que dans ces cas-là, il faut porter plainte et aller au minimum en conciliation pour défaut de déclaration de changement d'activité. C'est une obligation déontologique de déclarer son changement d'activité auprès du Conseil de l'ordre, qui en informera dans la foulée la caisse de rattachement. Question suivante, Thomas. Pourriez-vous préciser le délai de 2 ans et de 6 mois pour remplacer un collaborateur dans le cadre du un pour un? Alors, en fait, quand
Alors, dans le cadre du un pour un, il n'y a pas tellement de délai de 2 ans ou de 6 mois. Enfin, le délai de 2 ans, c'est que vous avez 2 ans pour désigner un successeur. Vous avez 2 ans pour. Enfin, si, il y a un délai. Donc, vous avez 2 ans pour trouver quelqu'un, 2 ans pour trouver un successeur dans votre activité. Passé ce délai de 2 ans, en fait, l'activité est réputée répartie au sein du bassin de vie dans les autres cabinets. Donc, en fait, elle n'existe plus. Donc, il n'y a plus rien à céder. Donc, vous avez 2 ans pour céder votre activité. Par contre, une fois que vous avez trouvé votre successeur, le successeur a 6 mois maximum pour initier les démarches. C'est-à-dire que si dans les 6 mois, il n'a pas commencé à faire les démarches pour s'installer vraiment, en fait, enfin, en fait, le kiné doit désigner quelqu'un d'autre. En fait. Le conventionnement, l'activité lui est plus cédée, en fait. Dans la continuité, il y a une question du même contributeur. Dans le cadre de sociétés type SASU, prestation de services et non-collaboration, comment remplacer un contrat qui n'est pas celui de l'ordre? Alors, comment tu l'entends, toi? Alors, le contrat que vous enregistrez n'est pas forcément le contrat type de l'ordre. Par contre, on vous rappelle encore une fois qu'il y a une obligation déontologique d'enregistrer vos contrats. Donc, de toute façon, c'est un contrat qui lui, est enregistré auprès du Conseil de l'ordre. Si ce n'est pas le cas, on vous encourage à les enregistrer. Si ce n'est pas le contrat type, eh bien, éventuellement, c'est comme c'est écrit installé là de la prestation de service. Il va falloir réussir à aborder tout ça et à bien mettre à l'intérieur de ce contrat, soit par un avenant, soit par une renégociation, l'importance de réussir à céder derrière le conventionnement. Et Et après, après, de manière un peu plus large, la Lancet a bien écrit que les salariés de sociétés d'exercice, etc., sont comptabilisés pour le zonage et donc doivent respecter les règles du dispositif démographique, et notamment le un pour un, etc., pour s'installer, etc. Merci Thomas. Pourriez-vous... Alors, ça c'est bon, c'est réglé. En zone très sous-dotée, je suis en activité libérale dans les locaux communs avec mon collègue, mais sans statut de société. Sommes-nous éligibles au CAMMK? bien sûr, alors tous les contrats d'aide à l'installation sont personnels. Donc, c'est vous nominativement et personnellement qui signez le contrat d'aide à l'installation, le contrat d'aide. Donc voilà. Après, à partir du moment où vous êtes titulaires tous les deux, enfin, vous pouvez demander un contrat d'aide à la création de cabinet. Hein. Enfin, si vous n'êtes pas en société, vous n'êtes pas vous êtes les locaux communs avec les collègues, sans statut de société. La question est si, en fait, il y a le titulaire. Le titulaire, il peut demander, quand il crée le cabinet, un contrat d'aide à la création. Si vous êtes collaborateur ou assistant, vous pourrez demander un contrat d'aide à l'installation. Et si vous êtes tous les deux titulaires, vous pouvez demander tous les deux un contrat d'aide à la création quand vous créez le cabinet. Et le contrat d'aide au maintien, en fait, peu importe que vous soyez titulaire ou collaborateur, vous pouvez le demander tous les deux, et peu importe comment vous exercez en société ou non. Merci encore Thomas. J'habite dans une zone proche de la bascule vers une zone non prioritaire. Comment peut-on être informé de la décision de basculement et au bout de combien de temps est-elle appliquée? Se fait-elle du jour au lendemain? Alors, on essaye au maximum d'informer de quand les changements auront lieu. Donc là, par exemple, depuis l'avenant 7, on a prévenu que les zones allaient être étendues, etc., et que ça allait évoluer. Après, la parution des décrets se fait région par région et il y a tout un cheminement administratif à réaliser. Donc, l'apparition de l'APL, après, donc, on nous fournit le tableau et après, région par région, l'ARS doit consulter l'URPS qui doit ensuite consulter la commission paritaire régionale et après les CTS enfin bref, c'est tout un cheminement qui est assez complexe et assez long. Celui qui est le plus au courant de à quel moment exactement se fera la parution du zonage au niveau régional, ce sera votre URPS. Nous, les syndicats, évidemment, qu'on est informés et tenus au courant d'à peu près du moment où ça va évoluer. Donc, on saura vous renseigner, ou on saura vous indiquer vers quel URPS vous renseigner, vous donnera l'information. Mais grosso modo, par exemple,
Dans les Hauts-de-France, je vais prendre mon cas, dans les Hauts-de-France, le zonage il va être modifié en janvier 2025. Il faut se douter que s'il doit être mis à jour tous les 2 ans, ce sera autour de janvier 2027. Mais donc, on en informera au préalable au maximum. Et évidemment, les informations peuvent passer à côté. Donc, il faut se tenir au courant auprès de l'URPS qui saura mieux, je pense, savoir les délais exacts. Euh, le dernier zonage émis par l'ARS est à certains endroits différent de celui qu'on peut consulter sur le site Amélie. Auquel faut-il se référer? Alors en fait, Savoir qu'il y a un outil qui est très pratique qui est Rezone Kiné, qui vous donne le zonage de chaque bassin de vie, etc. Aujourd'hui, il n'est pas à jour parce que, il est en attente de l'apparition des zonages dans toutes les régions. Comme je vous ai expliqué avant, l'apparition se fait région par région. Et donc, s'il y a des régions où le zonage a déjà été modifié en juillet, par exemple en Bourgogne-Franche-Comté, il y a des régions où c'est pas prévu avant juillet prochain, quoi. Il va y avoir quasiment un an de délai entre les deux. Donc là, aujourd'hui, Réseau de Kiné n'est pas à jour. Donc il faut se fier plutôt au zonage émis par l'ARS. Et normalement, sur les sites des URPS, en général, il est à jour également. Suivante. Comment doit procéder le titulaire d'un cabinet qui a un assistant qui part du cabinet, ne veut pas signer le document, à céder à conventionnement à un autre kiné qui lui remplace dans le cabinet? Alors, ben, je pense que c'est exactement la réponse de la question qu'on a eue tout à l'heure, c'est-à-dire de prouver que la personne ne refuse cette transmission et ensuite le titulaire pourra lui activer cette clause d'urgence au bout d'un mois si tout est bloqué. Et ou si l'assistant partant veut céder son convention à un autre kiné qui s'installe dans un autre cabinet, ben dans ce cas-là, il ne pourra pas le céder puisque c'est le titulaire qui le garde. Situation qui arrive de temps en temps dans l'Hérault et qui fait que tout le monde est perdant puisque dans tous les cas, au bout du compte, au bout de 2 ans, la convention est perdue, ce qui fait que et comme je vous disais tout à l'heure, c'est souvent l'assistant ou le collaborateur qui souhaite finalement, qui part avec des tensions avec son titulaire. Euh, Justifié ou non, on est bien d'accord, parce que de toute façon, dans ces situations-là, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Le souci, c'est qu'au bout du compte, c'est la population qui va en pâtir et les kinés qui restent sur le territoire. Vous nous avez parlé de liste d'attente. Je vous laisse imaginer que quelqu'un qui part, et ben ça fait une offre de soins en moins pendant à minima 2 ans. Désolé, on n'a pas d'autre solution par rapport à ça. Ça s'appelle de la confraternité et donc on vous engage à aller dans ces cas-là devant votre conseil départemental de l'ordre pour une conciliation neutre, bien sûr. Autre question, je trouve que cela met. Alors c'est pas une question puisque je vois pas de point d'interrogation. Je trouve que ça met une énorme difficulté aux titulaires. Ça tend vers des kinés qui ne vont plus ouvrir de cabinet. Bah, on vient de prouver qu'il y avait plein d'endroits où on avait des aides de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc ouvrir des cabinets, si c'est possible. Par contre, je pense que c'est en rebondissement par rapport aux zones qui risquent de faire les bascules. Les bascules tous les 2 ans en termes de croissance et autres derrière. Encore une fois, on rappelle la convention, puisqu'on accepte les tarifs, les avantages et les inconvénients, elle nous engage derrière à répondre à une offre de soins et donc nous devons bien sûr répondre à cela. et après, je pense aussi qu'en fait, Ça permet aussi enfin d'apprendre aux kinésithérapeutes la gestion entrepreneuriale. C'est-à-dire si parfois on est face à des kinésithérapeutes qui ont eu des projets démesurés, il faut dire ce qui est, et qui se retrouvent en difficulté face au zonage ou qui a évolué, etc. et qui n'avait pas du tout prévu ça. Donc là, oui, moi je ne pense pas que ça va nuire au cabinet, ça va juste peut-être pousser à réfléchir les kinésithérapeutes qui veulent créer des cabinets au modèle économique et à vraiment bien vérifier la viabilité de leur cabinet et de leur projet par rapport à l'évolution qui va arriver dans le temps. En fait, c'est, il faut absolument se projeter dans le temps quand on crée un cabinet et voilà. Donc, je pense que c'est plus sujet à les faire réfléchir bien sur leur projet et qu'ils aient un projet peut-être plus solide que ce qui était prévu initialement. Quand un kiné cherche un remplacement pour départ définitif, est-ce lui qui fait les démarches pour transférer son conventionnement au nouveau kiné? C'est une démarche commune, c'est lui qui va écrire un papier comme quoi il cède sa convention et la personne qui va faire la demande auprès de la CPM pour récupérer la convention, c'est lui qui va faire le dossier avec cette lettre de cession de conventionnement. Bonjour, dans une optique d'installation en zone très sous-dotée,
Quels sont vos retours? Ah, alors, je te laisse un peu plus, Thomas. Quels sont vos retours sur le niveau d'activité des kinés dans ces zones? Car souvent, il n'y a pas de médecin prescripteur dans le bassin de vie, ni les zones voisines. Étant donné qu'on est dépendant des prescriptions médicales, comment assurer une activité? Très bonne question. Alors, enfin, moi, je pense que Faites des idées sur les zones très sous-dotées, hein. Il y a quand même des médecins. Enfin, moi, à ma connaissance, hein, je discute beaucoup avec des gens qui sont dans. Alors, moi, je travaille en zone très sous-dotée, j'ai aucun souci de prescription, hein, puisqu'il y a un hôpital. Il y a un hôpital dans ma ville. Et il y a, il y a même enfin, des CPTS, des MSP, etc. Donc, non, donc il y a des médecins dans ces zones. Il y a peut-être des zones où c'est peut-être plus compliqué, mais à ma connaissance, il n'y en a pas tant que ça. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de problème de prescription médicale. Et après, nous, de toute façon, on milite pour l'accès direct à tous les kinés. Et ça résoudra le problème à 100%. Mais moi, à ma connaissance, vraiment, le problème d'accès à la prescription médicale, il est très léger par rapport au problème d'accès aux kinésithérapeutes dans ces zones. La question qui est une question qui fait suite à une question précédente, je vais la reprendre du coup, enfin pas la question précédente, mais dans la foulée, le nouveau kiné peut-il venir d'un autre département? Oui, le kiné peut venir de quelque part que ce soit, il va pouvoir tout simplement faire sa demande et ça boucle avec la question de tout à l'heure, il va pouvoir faire sa demande alors qu'il est dans un autre département, faire sa demande dans la CPM où il se déplace. Et pendant ce temps-là, il reste bien sûr inscrit à l'ordre dans l'autre département. Une fois qu'il va recevoir son accord, il pourra s'inscrire à l'ordre du nouveau département et se radier de l'ancien département. De toute façon, si vous vous inscrivez à l'ordre avec une demande conventionnelle et que vous n'avez pas eu l'accord, l'ordre ne vous inscrira pas en tant que kiné conventionné. Par contre, vous pouvez bien sûr vous inscrire à l'ordre du département en tant que kiné remplaçant ou non conventionné, c'est-à-dire avec des actes uniquement hors convention. Question suivante. Si l'assistant qui part n'a pas de clause de concurrence et souhaite rester dans la zone, est-ce que le titulaire peut quand même intégrer un nouvel assistant? alors là, Alors, on rentre on rentre typiquement dans. dans la dérogation au principe de régulation pour risque économique, c'est-à-dire que le cabinet qui ne peut pas remplacer l'assistant qui part devra montrer que l'assistant qui partait provoque un risque économique pour son cabinet, que l'assistant partant participait activement aux charges du cabinet et que ça met en péril le modèle économique du cabinet. Alors, dans la charte, on a créé tout un tas de formulaires assez normatisés pour montrer ça et qui permettront éventuellement d'obtenir une dérogation et pour un nouveau kiné. Mais donc, ça ne sera pas de manière automatique. Donc, il faudra faire la demande de dérogation, ça passera en CPD et ce sera validé ou non par la commission. Merci Thomas. Les jeunes diplômés qui voudront exercer en libéral devront exercer en zone sous et très sous-dotée pendant 2 ans. Y a-t-il des structures prévues pour les accueillir? Alors, dans Alors, ces dans Pas ces zones, zones, que, pas que d'ailleurs, le salariat aussi. exactement, mais alors, c'est pas. dans ces zones, c'est pas des champs non plus, hein, c'est pas des déserts. Oui. Euh, on a vu la carte, c'est grand, il y a des villes, il y a des villages. Enfin, je pense qu'il faut, c'est des peurs qu'on peut avoir, mais qui sont pas justifiées, hein. Moi, je vous dis, j'exerce dans une ville de 25 000 habitants, donc oui, bien sûr, il y a de quoi faire. Évidemment, il y a des cabinets qui existent déjà dans ces zones. Il y a évidemment des communes qui cherchent des professionnels de santé. Alors, ils cherchent des médecins, ils cherchent des kinés qui sont capables de mettre à disposition des locaux assez facilement. Et c'est souvent des zones aussi où l'immobilier est facilement accessible, où on peut créer un cabinet de façon assez facile et sans trop de problèmes. Donc oui, il y a des structures, il y a des hôpitaux, il y a des établissements sanitaires et sociaux dans ces zones aussi si on veut faire du salariat. Il y a des cabinets libéraux qui existent déjà et on peut facilement créer un cabinet libéral sans trop de problèmes. Qui plus est, avec les aides qui vont permettre de rentrer aussi dans une certaine pratique vertueuse, puisqu'on va venir offrir une offre de soins sur un territoire qui finalement était en souffrance en termes de réponse aux besoins de santé. Par rapport à la dérogation pour activité spécifique, y a-t-il une liste particulière de formations et une quantité de formations à avoir effectuées et validées pour pouvoir bénéficier de cette dérogation? Alors, il faut. Montrer l'activité spécifique par tout moyen. Donc, toutes les formations que vous avez pu faire, etc., qui peuvent justifier de votre activité spécifique, mais aussi vous pouvez montrer un relevé d'activité sur les actes que vous avez déjà fait dans cette spécificité-là. C'est vous qui apportez tous les documents qui serviront à montrer que vous avez cette spécificité d'exercice. Si en plus elle est reconnue selon les critères de l'ordre, ben, c'est encore mieux, etc.
Donc là, il y a pas de Non, il document, n'y a pas un un nombre. nombre spécial. Non, il y a pas il y a pas de volume nécessaire particulier en termes de formation. Rappelez-vous, et c'est en ça que finalement elle se couvre aussi, la CPM, c'est qu'elle va avoir une mesure conventionnelle éventuellement pour sanctionner la personne qui ne respecterait pas son engagement. Donc c'est important de laisser finalement à la main le kiné qui souhaite, lui, aller faire cette offre de soins. On en revient finalement, le très sous-doté, le sous-doté ont déjà besoin, quoi qu'il arrive, de la côté généraliste de tout. Mais s'il y a des gens qui veulent faire des spécificités, bien sûr. Mais en plus, là, il reconnaît, la CNAM reconnaît qu'il y a un manque de prise en charge, même dans les zones non prioritaires, pour ces spécificités-là. Donc, ce qu'on a réussi à faire reconnaître, c'est que par rapport à ça, eh ben, votre capacité à vous engager avec une connaissance certaine et la volonté de respecter votre engagement est largement suffisante. Et nous avons appelé que les kinés étaient suffisamment engagés et désormais matures en termes de formation pour savoir prendre en charge les patients tels qu'il est attendu par cette dérogation. Question suivante, Thomas. Un titulaire exerçant en zone non prioritaire qui veut partir ailleurs est-il obligé de trouver un successeur sans pouvoir partir pendant 2 ans? Alors non, hein, en fait, il peut Et quitter la zone est 2 ans pour désigner un successeur. Il n'est pas obligé d'attendre son successeur pour partir. Après, évidemment, il doit s'assurer autant que possible de la continuité des soins, mais il peut, enfin, je me trompe pas, hein, Arnaud, hein, mais il peut partir. dès maintenant et des successeurs dans un second temps, le temps qu'il le trouve. Voilà. Ce qu'il faut faire attention, c'est quand même délicat. Vous imaginez bien que pour la personne qui va arriver au bout de 2 ans, eh ben, ça va être plus compliqué. Encore une fois, comme on disait, ça va se répartir. Par contre, on a réussi à conserver finalement une certaine durée de vie de ces conventionnements pour permettre aux gens de se retourner. Mais on ne peut que vous encourager, dans l'intérêt des patients, encore une fois, d'assurer le suivi de ces activités qui sont liées à une convention. Mais encore une fois, je pense que la plupart d'entre nous, si ce n'est tous, avons conscience de notre importance au sein du système de santé. Dernière question qui est écrite pour l'instant. On en a fait une bonne trentaine, on est content. Si vous souhaitez encore en ajouter, ah, et ben voilà, j'aurais mieux fait de. Félicitations, j'ai demandé, j'ai eu, j'ai compris. Allez, c'est sanction directe. Jean-Christophe qui nous demande comment faire valoir l'antériorité d'un projet de construction de cabinet lors d'un passage en zone non prioritaire. Quelle est la démarche à suivre concrètement? Alors, ce qui a été Pris, c'est qu'à partir du moment où vous avez déposé un permis de construire, euh, peu importe le temps de travaux, la personne qui a déposé le permis de construire pourra obtenir un conventionnement dérogatoire pour rejoindre le cabinet en construction. Par contre, les autres kinés nécessaires à la survie du cabinet construit, c'est pas du tout automatique, bien au contraire. Donc, si vous avez un projet de construction et vous êtes trois à avoir déposé le projet de construction du cabinet de kiné, avant que le zonage passe en zone non prioritaire, on va dire que ces trois kinés-là auront leur conventionnement accordé puisque le projet était antérieur. Et en plus, on peut le voir avec la date du dépôt du permis de construire. Mais ça ne permettra pas d'avoir des collaborateurs si c'était un projet qui nécessitait 10 kinés pour être économiquement viable. Alors, question suivante. Avec l'obligation des nouveaux diplômés en 2028 de travailler en structure ou zone sous-dotée, cela ne risque-t-il pas de tirer les salaires du privé vers le bas car ces structures auront une offre plus de demandeurs d'emploi? Alors, qu'en Alors, pensez-vous? Là, j'ai des éléments, moi, si tu veux. Ah, Vas-y. bah, déjà, le premier l'élément, c'est que on a on est reconnu Grand Master, donc on a forcément une grille tarifaire, enfin de proposée minimum sur laquelle on ne peut pas descendre aujourd'hui et qui devra être obligatoirement respectée. De plus, aujourd'hui, à ma connaissance, enfin, évidemment, on peut négocier son salaire, mais on n'a pas non plus des marges de négociation hyper importantes qui permettent d'avoir des salaires de 6 000 euros par mois. Sinon, tout le monde serait salarié dans les zones très sous-dotées ou sous-dotées. Je laisse Arnaud compléter ma réponse. Alors, on connaît alors, il y a deux choses. Le premier, c'est que
il y a un manque d'offres de kinés pour aller dans le secteur salarié. Et on est de plus en plus invisible, voire inexistant, et c'est bien dommage. Nous sommes de plus en plus remplacés par d'autres professions, non plus de la rééducation, mais parfois même de la réadaptation. Et nous nous retrouvons donc dans une situation où la visibilité de la rééducation par les kinésithérapeutes est de moins en moins visible. Je pense que nous allons avoir l'opportunité de retourner dans ces zones-là et on retrouve de plus en plus d'ailleurs, même avant ces obligations, un petit retour vers le salariat et on a ces chiffres-là qui nous montrent dans cette direction-là. Par contre, ce qui est un peu plus inquiétant, c'est dans l'autre sens, c'est que il risque d'y avoir le nombre de kinés sortants dès les premières années risque vite de saturer le secteur salarié puisqu'on a un gros volume de kinés, vous le savez, qui sort et que de toute façon, cette restriction ne concernera pas que les kinésithérapeutes diplômés de France, mais aussi les diplômés, les diplômés d'écoles ou d'universités étrangères. Donc, quoi qu'il arrive, cette restriction se fera sur un nombre important quand même, un gros volume de kinés qui devront se retourner vers ceci, vers le salariat, vers les zones sous-dotées et très sous-dotées, ou sur les remplacements, tout simplement. Et comme on peut voir sur les réseaux sociaux, on trouve de plus en plus finalement de problèmes à trouver des remplaçants. Est-ce que ce sera une solution? Est-ce que les remplacements qui sont faits en zone sous-dotée et très sous-dotée seraient comptabilisables? Est-ce que finalement on peut faire évoluer encore les choses? Rappelez-vous que c'est inscrit dans le marbre, mais d'autres choses l'ont déjà été, et on a réussi à réécrire des choses par-dessus. D'ici 2028, ne vous inquiétez pas, je pense qu'on va continuer à se bouger. Vous avez compris qu'on essayait d'être le plus dynamique possible. Euh, est-ce qu'un titulaire en zone intermédiaire peut ouvrir une deuxième cabinet en zone sous-dotée? Oui. Alors oui, Oui, c'est tout à fait possible. Après, si la question... c'est pour toucher des aides incitatives. Donc déjà, les aides incitatives seront en zone très sous-dotée. Et il faut savoir que les contrats incitatifs, il y a des minimums d'activité. Faire environ 3000 actes par an pour pouvoir toucher l'aide. Donc si vous ouvrez un cabinet en zone très sous-dotée dans l'objectif de toucher 49 000 euros et que vous y faites que 500 actes par an, ça ne marchera pas. Alors, qu'est-ce que nous avons ensuite? Peut-on quitter une zone très sous-dotée vers une zone sous-dotée? Oui, bien Oui. sûr, il n'y a aucun souci. Là, si c'est juste un transfert d'activité, hein, vous déménagez. Après, si c'est pareil, si vous parlez des zones sous-dotées, comme Aider donc les zones très sous-dotées. Une fois que vous vous installerez en zone très sous-dotée, il faudra demander auprès de la CPM à signer un contrat incitatif. Mais oui, oui, c'est un déménagement classique. Contacter l'ordre, puis la CPM, et puis voilà. Et voilà, et après, derrière, comme tu l'as dit, les modalités sont les mêmes que pour les autres. Y a-t-il un outil qui regroupe toutes les mises à disposition des conventionnements? Cela pourrait aider les kinés qui souhaitent s'installer et connaître les offres. alors non, pas du tout. Enfin, à ma connaissance, il n'y a aucun outil là-dessus, hein. C'est vraiment celui qui quitte la zone, qui poste une annonce alors via les réseaux sociaux, via des sites. Enfin, je connais pas de site dédié sur le sujet et je pense pas que ça existe. Mais c'est plutôt à celui qui part de trouver son successeur. La cession d'une convention correspond-elle à la vente d'une patientèle? Ah, là, il va y Alors, avoir un gros sujet. Donc, Euh, merci. Et quelle est la base de calcul? Cette vente est-elle amortissable fiscalement pour les repreneurs? en fait, En fait, ce qui se en vend, c'est la fait, présentation ouais. à la patientèle. On ne vend pas un conventionnement puisque un conventionnement, c'est nominatif et en plus, ça n'existe pas. C'est vraiment, on vend la présentation à la patientèle. On peut vendre du matériel, on peut vendre des murs, mais voilà, on ne vend pas une patientèle telle quelle. On vend une présentation à la patientèle puisque le patient est libre de choisir son thérapeute toujours. La base de calcul, bah, c'est libre de négociation. En fait, c'est l'offre et la demande, hein. C'est quel prix je suis prêt à payer pour récupérer une activité et, enfin, et quel prix on me propose, en fait. Alors, attention quand même à deux, trois choses. Oui. Oui, Attention à deux, trois choses. Thomas l'a dit très clairement, ça n'existe pas fiscalement. Donc, on ne peut pas acheter quelque chose qui n'existe pas fiscalement. Déjà, on ne peut pas l'amortir, mais en plus, on peut pas l'acheter. Ce qui fait qu'on ne peut pas déclarer cet achat. Donc, à l'heure actuelle, cette vente se fait totalement ce qu'on appelle au black, au marché noir, hein. Donc, derrière, attention, puisqu'il commence à y avoir des contrôles URSSAF,
dans les différentes régions qui sont déjà exposées depuis un moment à cette vente de conventionnement. Et il va y avoir des grosses surprises dans les prochaines semaines ou prochains mois pour les personnes qui ont qui ont revendu et qui n'ont pas déclaré cette somme, qui plus est, n'est pas amortissable. Et encore mieux, je pense que, puisque j'ai cru en plus entendre en me baladant sur la France entière que certains l'achetaient et donc déclaraient qu'ils l'avaient acheté et les autres ne déclaraient pas qu'ils l'avaient vendu. Donc je vous laisse imaginer, certains amortissent quelque chose qui n'est pas amortissable alors que d'autres ne déclarent pas quelque chose qu'ils ont vendu. Donc il va y avoir quand même de belles surprises. Et de mon autre rôle de syndicat représentatif et pour vous défendre, nous vous demandons d'être très, très, très précautionneux sur cela, sachant que là, on est sur des échanges de la main à la main qui n'engagent du coup personne légalement et donc qui peuvent mettre ou l'acheteur ou le vendeur à défaut. Par contre, comme l'a dit Thomas, très clairement, vous pouvez acheter ou vendre un droit de présentation à une patientèle et dans ces cas-là, désormais, en plus, elle est amortissable et pour l'acheteur et déclarable pour le vendeur, ce qui fait qu'il n'y a aucun risque au niveau fiscal. Que se passe-t-il, mon cher Thomas, si on part avant les 5 ans en zone très sous-dotée par rapport aux aides perçues? Alors, non, en fait, vous êtes en prison dans ces zones et vous n'avez pas le droit de partir. Non, je plaisante. Non, évidemment. Alors, en fait, vous pouvez partir avant le délai de 5 ans. Vous devrez rembourser les aides au prorata temporis. C'est-à-dire, vous avez 49 000 euros sur 5 ans. Allez, on va dire 50 000 euros, ce sera plus simple pour le calcul. Vous partez au bout de 3 ans. Donc, vous devez avoir touché entre guillemets que 30 000 euros. Si vous avez touché plus que 30 000 euros, vous remboursez la différence. Donc voilà, c'est vraiment un remboursement au prorata temporis. C'est assez flex quand même. Ils sont quand même plutôt arrangeants dans les zones très sous-dotées. Ils ont tout intérêt à l'être. Donc voilà. Hop, question suivante. Comment doit-on réaliser un avenant à un contrat existant entre un titulaire et un assistant sur un papier ou sur votre ordinateur, concernant notamment des évolutions de pourcentage de rétrocession? Alors, en Je te fait, laisse. normalement, le code de déontologie a évolué assez récemment et normalement, vous devez renégocier votre contrat tous les 4 ans. Alors évidemment, une renégociation, ça ne veut pas dire que vous acceptez ce qui est proposé ou quoi, mais normalement, en fait, un contrat, ça évolue. Vous proposez des évolutions. J'aimerais changer la rétro, j'aimerais changer la clause de non-concurrence, j'aimerais changer ceci, j'aimerais changer cela. On se met d'accord. Si tout le monde est d'accord, on fait un avenant, on le signe, on l'envoie à l'ordre et puis il s'applique. C'est ça qui est important, hein, c'est les règles de bonne confraternité. Maintenant, on le sait, pour le rencontrer encore une fois régulièrement, les discussions qui amènent à négociation sont parfois complexes et tendues. À mon avis, il n'y a personne qui est en situation de supériorité ou d'infériorité dans ces discussions. Réussir à parler avec un confrère ou une consoeur à niveau égal pour réussir à obtenir un contrat qui puisse rendre chacun content, gagnant-gagnant, pour réussir à exercer dans des conditions les plus optimales possibles. Écoutez, ah non, bah ça arrive. Désolé, autant pour moi. Depuis que le zonage existe, cela a-t-il amélioré la répartition de l'offre de soins sur le territoire? Alors, Oui, oui, mais pas suffisamment. C'est-à-dire, le zonage a fait l'effet pour lequel on voulait qu'il fasse effet. C'est-à-dire que dans les zones très surdotées, le nombre de kinés dans ces zones-là n'a pas évolué. C'est resté le même. Donc, ça veut dire que la régulation a fait son effet. Dans les zones très sous-dotées et sous-dotées, alors que avant l'application du zonage, avant la mise en place des aides incitatives, on observait entre 1 et 2% d'augmentation du nombre de kinés, c'est passé à 3%, puis 5%, puis plus 6%. Alors après, on part d'une masse faible de kinés dans ces zones-là, donc on est à plus 6% d'un nombre de kinés assez faible, donc c'est pas suffisant. Par contre, ce qu'on a observé très nettement, c'est que le nombre d'installations dans les zones très dotées a explosé. D'où l'élargissement des zones non prioritaires, parce que les zones très dotées, en fait, allaient passer à des niveaux d'APL, des densités qui étaient bien supérieures aux zones
très surdotées quand le zonage a été mis en place. Donc, voilà. Donc oui, il y a eu un effet sur les zones très sous-dotées et sous-dotées qui est significatif, mais pas suffisant. Et ça a eu l'effet escompté sur les zones très surdotées. Y a-t-il des exemples de déclarations de cession de conventionnement ou de demande de dérogation? Alors, je pense qu'il y a un papier, Formulaire. un Il y a un formulaire type formulaire qui est fourni. Ouais. qui est fourni avec je déclare cette. Voilà. De toute façon, sachez que ça reste assez libre, mais les termes sont assez simples au final, hein. Je déclare céder mon activité, ma convention en date du temps sur le cabinet temps à monsieur ou madame temps. Voilà, un tel. Et à compter, ouais, je l'ai marqué, je l'ai dit, hein, l'adresse, voilà, conditions. Ah, cool, il y a quelqu'un qui est content de notre soirée et qui déclare qu'il va adhérer. Super. Ben, presque 6200. Merci, merci, monsieur. Merci, RR. On continue. Pour la dérogation, c'est pareil, il va y avoir des formulaires, il va y avoir un formulaire, mais n'hésitez pas à écrire, même dans les zones qui sont réellement non prioritaires, les dossiers sont traités quand même toutes les 2 ou 3 semaines dans des commissions régulières pour permettre de ne pas être embolisé et d'avoir des réponses rapides. Donc, et il y a un échange, l'enregistrement se fait en échange. On vous encourage bien sûr à utiliser les mails, à garder trace de ces mails et des discussions si jamais il y a un souci, pour les transmettre à votre responsable syndical pour appuyer votre dossier par la suite. Cas pratique, cool, Thomas, on rentre dans les cas pratiques. Elle est Alors, une consoeur qui est assistante sans clause de non-concurrence dans un cabinet. Elle souhaite le cabinet où elle est assistante pour faire une pause professionnelle. Elle voudrait se laisser une année pour réfléchir à une réorientation. Comment procéder? Alors, déjà, moi, là, je peux répondre dès maintenant. Si elle veut faire une pause d'un an et elle ne sait pas si elle veut reprendre derrière, en fait, l'idéal, c'est de se faire remplacer. Mais elle est obligée. Dans le contrat type, pardon, ouais, c'est bon, le micro est encore je réfléchis. Dans le contrat type hein, de l'assistant et le collaborateur, il y a un article en cas d'empêchement et donc de remplacement et l'assistant ou le collaborateur est censé se mettre en recherche d'un remplaçant afin de le suppléer le temps de son absence, hein. C'est une obligation contractuelle et donc déontologique. Et en cas de manquement à celle-ci, c'est un contrat qui peut être considéré comme unilatéralement rompu et qui peut sinon aller devant le Conseil de l'ordre, encore une Voilà. fois. Et en fait, en se faisant remplacer pendant un an, ça lui permet de bien définir son projet de réorientation ou pas. Et si au bout d'un an, elle décide de quitter la zone, ben là, elle pourra vraiment chercher un successeur, qui sera peut-être le remplaçant qu'il a depuis un an, et désigner un successeur dans le cabinet ou s'installer dans le même bassin de vie, puisqu'a priori, il n'a pas de clause de non-concurrence, etc. Enfin, du coup, voilà, je pense que la solution idéale, c'est de trouver un remplaçant et de se faire remplacer sur son. Et quoi de mieux en plus éventuellement si la personne décide de s'arrêter, de céder son conventionnement à ce remplaçant qui connaîtra parfaitement la structure et saura, et tout autant que le titulaire qui saura à qui il a affaire. Voilà, je pense que c'est une bonne qualité en termes de transition. Et pour la personne qui prend cette année de réflexion, de pause professionnelle, on lui souhaite le meilleur. Très Euh, bonne année. une très bonne année, voilà, parce que ça doit faire du bien aussi de s'arrêter pendant un an. La révision du zonage, tous les 2 ans, condamne, c'est des mots forts des fois, mais on le prend, il n'y a pas de souci, condamne la création de cabinets de groupe en zone intermédiaire. J'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond sur cette idée. Non, elle ne condamne pas les zones en zone intermédiaire. On vous a expliqué qu'éventuellement, sur une zone, il y aurait peut-être une rotation entre 3 ou 4 bassins de vie et non pas la totalité des zones intermédiaires, hein. Nous sommes dorénavant complètement dépendants des décisions de l'ARS. Non, c'est pas les décisions. On n'a pas été clair. C'est pas les décisions de l'ARS puisque c'est co-construit avec le RPS sur un APL qui est défini sur des bassins de vie aussi selon l'INSEE, l'Institut national des statistiques. L'avenant 7 est une mauvaise négociation, ah ben voilà, qui est le fossoyeur de la profession. Ben, ces mots n'engagent que vous. Voilà. C'est pas une question, mais vous voyez comme quoi, Ah, mais, quand on disait qu'on est clair à la FM Guerre, on vous lit même les questions qui non, peuvent. mais Et je pense que, enfin, faut pas, on se fait peut-être des mauvaises idées aussi. Il y a il quand y a des zones très surdotées, donc ancien zonage, qui perdaient un nombre de kinés parce qu'on ne trouvait pas de successeur, il n'y avait pas forcément de nombreuses installations. Donc, les zones intermédiaires
que de basculer. Il n'y en aura peut-être pas tant que ça. Et enfin, ça bloquera pas les projets de création de cabinet. Ça fera juste qu'il faudra bien y réfléchir, faire attention et se protéger pour éviter les problèmes. Mais enfin, De toute façon, la boîte de Pandore, comme l'a expliqué Thomas, sur les régulations démographiques, elle a été ouverte déjà avec l'avenant 3, puis l'avenant 5, et nous en sommes tributaires. Maintenant, elle touche beaucoup d'autres professions. Ça commence avec les chirurgiens dentistes à partir de 2025. Il me semble qu'il y a aussi les sages-femmes, peut-être en partie, il me semble. Merci. Les infirmiers, voilà. Donc, il y a quand même une volonté. Mais là, on le prend nous, puisqu'on le regarde au prisme de notre vision de professionnels de santé et en plus libéraux. On le comprend, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il faut se mettre aussi du prisme de l'assuré social qui, lui, n'a pas d'offre sur son territoire, n'a pas la chance de pouvoir côtoyer les praticiens exceptionnels que nous sommes, qui savons faire de l'usage de notre cerveau et de nos mains une pratique quotidienne d'excellence. Et je suis persuadé que la profession, dans sa grande majorité, est suffisamment mature pour comprendre ça et aussi que en tant qu'usager, parfois vous pouvez être aussi dans des zones où vous avez des difficultés à trouver des spécialistes, à trouver des rendez-vous pour autre chose et que vous pouvez comprendre que eh ben, la population a aussi besoin des kinés partout. Il y a aussi ben, ces mesures qui sont en termes transitoires. Il y a des départs à la retraite réguliers, il y a de la mobilité démographique. Je vous assure, pour faire partie des commissions dans l'Hérault, il y a énormément de mouvements. Donc, il faut être à l'affût des annonces, mais ça va très, très vite. Il y a très peu de gens qui se retrouvent sans pouvoir aller exercer dans la zone qu'ils souhaitent dans les 6 mois avec un projet professionnel costaud et qui a la réelle volonté. Dans les 6 mois, un an, il arrive à se retrouver dans la zone qu'il souhaite. Et qui plus est, en plus, avec une activité sécurisée, puisqu'elle est déjà existante. Question, si on a un refus de conventionnement, peut-on renouveler notre demande? oui, bien sûr. Ouais, c'est cool. Ah, c'est parce que j'allais faire une vieille blague. Non, bien sûr, vous êtes. Il faut que tu arrêtes avec les blagues. Il commence à être tard et les gens, du coup, vont pas saisir le second degré. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Vous pouvez réitérer la demande, hein. Il n'y a pas de... Autant de fois qu'on veut, hein. Hum, hum, Enfin, hum. Après, comme l'a dit Arnaud, en fait, il y a quand même une certaine mobilité dans ces zones et il y a forcément un moment où on trouvera une solution pour s'installer qui conviendra sûrement au Kisa. Comme dans tout accord, de toute façon, il y a des avantages et des inconvénients. Nous avons conscience de ce qu'il y a. Je pense que tout le monde arrive à suivre l'actualité politique, économique, sociale de la France actuellement. Certainement que cet avenant n'est pas parfait, l'avenant 7, mais s'il n'avait pas été signé, je ne pense pas que les revalorisations, et je le rappelle, à partir du 1er juillet, tous les actes anciennement AMS 7,5 vont passer en 8,1. Ce qui correspond à une activité quasiment de, je crois que c'est 60% de nos cotations, ce 7,5. Et on va avoir du coup une augmentation de 8% automatique. Pensez à changer vos cotations, bien sûr. Et pour cela, ben, téléchargez l'application Ma Cotation Kiné pour réussir à retrouver toutes les bonnes cotations. Et bien sûr, elle sera à jour pour le 1er juillet pour vous aider et vous accompagner. Voilà, donc en tout cas, nous gorgeons aussi des informations que vous nous donnez, de vos retours. C'est pour ça qu'on souhaitait avoir une discussion ouverte avec vous ce soir, notamment autour de ces questions, de ces cas d'usage, ces retours d'expérience, pour aussi les utiliser et les ajouter à ce que l'on entend de tous nos départements pour aller porter ben, ces informations, ces revendications, hein, on a compris, hein, ces revendications aussi des kinés. On ne vous lâchera pas, on fera le mieux possible. Le contexte est difficile, on est plutôt au rabotage qu'aux augmentations. En tout cas, toutes celles qui ont été engagées, nous ferons en sorte qu'elles soient tenues, c'est déjà une chose. Et on ne lâchera pas pour la suite pour que ben, le zonage, notamment, lui, puisse être dans le mieux appliqué pour vous et le mieux adapté. Je je pense pense qu'on est qu'on est arrivé arrivé à la à la fin de fin cette de cette soirée. On soirée. a On a répondu répondu à à toutes vos vos questions, il questions. me semble. N'hésitez pas à nous contacter au besoin s'il y a d'autres questions qui vous reviennent plus tard. C'était un plaisir de vous présenter les évolutions de ce zonage. J'espère que vous avez mieux compris comment ça fonctionne, toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Et j'espère que vous êtes satisfait de cette soirée et qu'on a répondu à toutes vos questions. Alors, pour ma part, je suis satisfait, Thomas.
Voilà, je tiens à te le dire. Et comme à chaque fois où l'on présente quelque chose ensemble, c'est toujours un plaisir. Bon, j'espère que ça s'est ressenti. On a essayé de vous apporter un maximum d'expertise. On ne vous garde pas plus longtemps. On vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée. N'hésitez pas à nous rejoindre en tant qu'adhérent pour bien sûr pouvoir profiter de tous les avantages que je vous ai exposés en début de soirée, mais aussi avoir des contacts privilégiés avec vos représentants syndicaux des départements qui siègent dans les commissions paritaires qui valident ou non les conventionnements. Ce sont eux vos interlocuteurs à privilégier dans le cadre de ce zonage. Et ce sont vraiment des soutiens de poids qui pourront vraiment vous accompagner dans vos démarches, alors n'hésitez pas. Passez à tous et tous une très bonne soirée et de très bonnes fêtes de fin d'année. Bonne Bonne soirée à soirée. tous, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.